Depuis quelques mois, on entend beaucoup parler d'un désengagement, un backlash à la fois politique, citoyen et économique. En quelle mesure c'est une réalité et surtout quelles sont les conséquences pour les marques? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Florence Touzérilleux et Alice Maltête. Bonjour Florence, bonjour Alice. Vous allez bien? Bonjour. Bon bienvenue à UV et bon retour à UV Alice. Florence, tu es professeure Audencia, titulaire de la chaire Impact Positif. Et Alice, tu es directrice de clientèle à l'agence et ex-étudiante de Florence. Donc c'est une retrouvaille, un retour. Absolument. Si vous n'êtes Exactement. pas tout à fait perdu. De mémoire, Florence, pour ma part. Donc, professeur qui m'a inspirée pour aussi les choix que j'ai pu faire dans ma carrière. C'est vrai Wow. qu'on en parlait, il y a Tout beaucoup d'échanges, il faut le dire, entre Audencia Sciencescom et The Links. C'est pas les échanges qui manquent et les ex-étudiants qui arrivent chez nous ou étudiants qui arrivent Oui, en stage en c'est alternance. historique. Et je pense que vous avez des collègues qui sont là depuis longtemps et qui sont passés sur les bancs de l'école. Ouais. Et On ne les citera pas tous, mais il y en a quelques-uns. Non, moi je vais faire un petit sondage Slack tiens, par la suite pour voir ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas si éloigné d'ailleurs du sujet de mémoire que tu as pu avoir Ouais. il y a certes quelques années aujourd'hui, Alice. On va parler d'engagement et même surtout de désengagement. C'est en tout cas le point de départ aujourd'hui pour nous. On en parle beaucoup d'une forme de désengagement qui serait à la fois politique, citoyen, économique et donc qui concernerait aussi le monde de la communication et les marques. On parle de backlash, surtout pour parler aujourd'hui de backlash écologique. On en a d'ailleurs beaucoup parlé, je trouve, ces dernières semaines avec petite tournée de plateau de Jean-Marc Jancovici. Je propose qu'on commence par parler de ça. Quelle est cette réalité aujourd'hui, ce désengagement, ce backlash? En quelle mesure pour vous c'est une réalité et quelle forme il prend? Moi, je l'entends de deux manières. Enfin, je le regarde de deux manières. Un premier regard qui est un peu inquiet, effectivement, sur où est-ce qu'on n'est pas en train de faire une marche arrière un peu délétère. Et puis, il y a des signaux qui font que, tiens, en effet, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en pause ou des décisions qui sont pas prises au niveau politique, dans les entreprises et même dans l'opinion. Et puis le second regard que je porte là-dessus, c'est attention à l'emballement médiatique autour de ce sujet, parce qu'on aime bien aussi clasher les dimensions d'engagement. Alors on peut parler d'écologie, mais c'est une des dimensions, mais c'est souvent la plus visible. Et on aime bien taper sur l'écologie. C'est aussi une façon, je pense, individuellement, de se mettre soi-même en pause de ses efforts. Et de se dire, si finalement les autres font pas les efforts, moi je peux me permettre d'en faire peut-être un peu moins. Mais pour autant, à observer notamment les travaux que je mène avec la chaire et ce qu'on fait avec nos partenaires entreprises, eux ils sont plutôt dans l'accélération en fait sur ces sujets-là, dans vraiment de creuser encore plus le sillon qu'ils ont commencé à creuser il y a 5 ans, il y a 10 ans. Alors peut-être parce qu'ils n'ont pas pris de retard et que donc eux ils sont prêts à aller plus loin. C'est en effet un peu le sentiment et un peu ce qu'on aperçoit également avec nos confrères de Moaï, donc qui est l'Institut d'études du groupe The Links. Alors l'explorateur n'est pas encore sorti, qui est donc ce baromètre tous les ans qu'on fait sur la consommation et notamment sur la consommation responsable. Mais c'est ce qui ressortait milieu 2024, c'est une certaine polarisation et quand même un peu un fossé entre des personnes qui étaient convaincues et qui vont presque vers une forme de militantisme. Et j'ai tendance à croire que ça se vérifie aussi sur les organisations. Et à l'inverse, des personnes qui en effet allaient sans doute dans la bonne direction, pas reculons, mais avec aussi leurs moyens et aussi tous les paradoxes qu'on peut avoir tous individuellement. Et qui pour le coup, peut-être contraint aussi, puis il faut le dire, hein, il y a aussi une vague d'inflation, il y a aussi toutes ces contraintes-là qui sans doute ont joué sur ce désengagement. Je sais pas quel est pour vous l'impact qu'a eu l'inflation et les enjeux économiques sur ce désengagement. Alors, il y a l'impact de l'inflation et puis il y a l'impact, il y a la petite musique ou la grosse musique de décomplexion généralisée sur certains sujets un peu extrêmes. Une grande symphonie. Hein. Voilà. Ah, oui. Et qui là aussi vont pas du tout dans le sens de la dimension écologique et pas du tout dans le sens de la dimension sociale non plus d'ailleurs. Et qui permettra à chacun de se dire, bon, finalement, ça, après moi le déluge et moi je changerai rien à ce que j'ai envie de faire. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la question de l'inflation, donc du pouvoir d'achat, et que cette limitation du pouvoir d'achat serait de fait une limite à l'évolution de notre consommation pour une consommation moins impactante.
Pour autant, quand on observe les marchés et les succès des produits pas chers notamment, moi je travaille beaucoup sur le textile et la mode, donc c'est évidemment un sujet particulièrement à l'ordre du jour. Si ces produits ou ces marques très bas prix n'étaient achetées que par des gens qui sont en grande difficulté, elles n'auraient pas le succès qu'elles ont. Donc ça veut dire que ça arrange aussi bien des gens qui ont un pouvoir d'achat en tout cas supérieur, enfin, en tout cas qui pourrait leur permettre de faire un effort supérieur pour ces achats-là, et qui préfèrent ne pas le faire. Donc il y a des arbitrages qui peuvent être un peu compliqués à faire pour être constamment dans le bon choix, en fait. Oui, il y a encore une habitude aussi de consommer, j'imagine encore plus d'ailleurs sur le textile, de consommation et sans doute quand même de surconsommation qui reste encore un point important. On voit l'attachement et on voit en effet à quel point le sujet, au moins d'un point de vue médiatique, et aussi politique, hein, il faut le dire, mais les deux sont si liés, sur justement la défense du pouvoir d'achat, le poids du pouvoir d'achat, qui est très défendu aussi par aujourd'hui des grands annonceurs comme Leclerc, mais qui finalement font tourner le débat, enfin choisissent aussi l'angle du débat, quoi, qui est celui du pouvoir d'achat. Et étroitisent le débat. Ouais. C'est-à-dire que nous ne serions que des animaux à consommer. Et donc forcément dans l'insatisfaction, et donc forcément dans la frustration, et donc forcément sur la défensive. Donc la question de la capacité à consommer, il y a ce pouvoir d'achat qu'on voit partout, et on pourrait parler de vouloir d'achat qui ne peut jamais être totalement satisfait puisqu'il y a toujours des nouvelles choses qui sont disponibles. Donc si on veut améliorer, enfin notamment diminuer notre impact, puisque c'est ça la finalité, c'est réduire notre impact pour vivre plus longtemps et tous ensemble, il va falloir interroger plutôt notre vouloir d'achat. Et cette question des imaginaires de consommation, elle est fortement ancrée depuis plus d'un siècle, depuis l'invention des grands magasins en fait. Hein. On sera forcément plus heureux en consommant plus souvent, moins cher. Et ça, c'est encore extrêmement ancré et c'est difficile de s'en départir. Là, on est un peu à la croisée de beaucoup de choses, mais ce qui peut rejoindre ce que tu dis, ce que vous disiez tous les deux, alors que là, on est début juin, on est sur les premiers pics de chaleur, on voit que ça y est, le réchauffement climatique est bien là, les politiques se mettent aussi un peu en pause, comme tu le disais aussi, c'est assez inquiétant. Et ce basculement sur le pouvoir d'achat, nous, on l'a vu aussi dans les études pour nos clients, ou sur des achats, on va dire, raisonnés habitation, des projets qui sont un peu lourds, là où avant, on était sur du déclaratif en plus, de gens qui voulaient prendre le temps, acheter français, qui, du coup, veillaient vraiment à ce rapport qualité-prix. Là, cette année, pour la première fois depuis 4 ans, c'est le prix. Donc tout le monde se range maintenant, là où je te rejoins, c'est que tout le monde se range maintenant derrière cette inflation aussi, pour ne plus être responsable de ses choix, de dire oui, mais en fait c'est le prix maintenant qui passe d'abord. Donc c'est un peu légitimé, au-delà de la polarisation qui est globale, c'est un peu légitimé de revenir à nos vieilles habitudes pour certains. Oui, et il y a quelque chose qu'on peut se dire. C'est-à-dire que c'est devenu, c'est plus tout à fait un tabou de se dire j'achète ce produit-là aussi parce que à un moment il est moins cher et donc il fera le boulot et à un moment c'est compliqué pour tout le monde. Ce qui est une réalité, je pense que c'est quand même plus compliqué pour plus de monde en tout cas. On peut se le dire, et c'est vrai que l'effet d'emballement, de décomplexion et un peu de fatigue aussi, je pense, derrière de devoir faire des efforts avec ce sentiment. On a parlé il y a quelques temps de burn-out du colibri, donc un peu justement de cette fin, de cette grande fable que chacun doit faire sa part. Et donc il viendrait au contraire à ce qu'on arrête et qu'il y ait un certain retour en arrière. Bon, je ne sais pas en quelle mesure il est fantasmé, aussi en quelle mesure il ne concerne pas certains consommateurs qui, en effet, justement, étaient un peu ce juste milieu de personnes qui étaient pas tout à fait convaincus, mais de bonne volonté et qui, en effet, reviennent en arrière. Je tendance à croire que les personnes qui, elles, ça y est, sont déjà convaincues, ont déjà fait une part de transition dans leur consommation, progressent. Et c'est aussi ce qu'on retrouve sur les organisations. Je pense qu'en effet, des organisations qui ont vraiment pivoté fondamentalement et qui ont vraiment cette conviction-là, elles ne subissent pas trop finalement un petit peu ces soubresauts-là et au contraire continuent d'avancer. Oui, puis là on est aussi dans des généralités. Donc effectivement, il y a des façons de se comporter différentes entre
les contraintes qu'on peut avoir les uns ou les autres. Et puis il y a aussi, et c'est aussi une des explications sur la lenteur de la transformation des comportements, c'est qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle est généralisée, sauf ceux qui vont militer pour dire le contraire. Mais globalement, on sait tous qu'on est face à un énorme problème de survie du monde habitable, et qu'on a dépassé les ressources sur un certain nombre de sujets. Donc on sait que la limite, elle est posée, mais pour autant, on a quand même toujours l'impression que c'est pour dans 50 ans. C'est pour nos enfants. Voilà. C'est pour les générations futures. Alors d'abord, on a dit c'est dans les petits-enfants. Maintenant, là, quand on commence à dire c'est pour les enfants, ça commence quand même à piquer un petit peu plus. Mais là, on se rend compte surtout que c'est déjà pour nous aussi. Voilà, tous les jours, l'actualité, l'environnement, la météo, la grêle, les glaciers. Enfin bref, aujourd'hui, c'est un constat au quotidien. Donc, on vit cette espèce de dissonance très très malaisante qui nous fait dire finalement dans quel sens je vais. Est-ce que moi tout seul je peux avoir un effet sur quelque chose, ou bien est-ce que finalement je continue pas à me donner un petit peu de confort parce que c'est finalement comme ça que j'aime vivre. Donc il y a cet écartèlement entre la prise de conscience, on va dire théorique, et puis la mise en pratique qui est pas toujours facile à faire. Oui, et là, je trouve que notamment on aperçoit une tension sur, en effet, les gens prennent. Il y a moins de Français climato-sceptiques. Les Français ont conscience qu'aujourd'hui, en effet, il y a un enjeu climatique et potentiellement un effondrement à venir. C'est sur les conséquences, ou plutôt les actes à tirer de ça, c'est-à-dire qui derrière doit en effet faire des efforts. Et là, on l'a vu très récemment, pour le coup, les Français ont le sentiment déjà que le quotidien est plus compliqué qu'il l'était hier. Parce qu'on peut en effet imaginer que c'est quand même pas qu'un sentiment. Et donc pour ça, ils sont pas prêts à faire des efforts supplémentaires. L'effort de simplement convaincre qu'aujourd'hui c'est une réalité, il semble plutôt fait. C'est juste maintenant la répartition de qui doit payer l'addition et qui doit agir. T'as quand même une grande chaîne d'infos en continu. Enfin, tu vois, je voyais encore hier des extraits climato-sceptiques. Je pense que quand t'es déjà un peu brouillé dans ta consommation, dans ta dissonance, que t'as Katy Perry qui part faire je ne sais trop quoi dans l'espace pendant quelques minutes et qui grille tout le quota de je ne sais combien de millions de personnes, que tu as en permanence à la télé, on te rabâche qu'en fait c'est faux, que on remet en cause l'écologie. Je pense qu'il y en a certains qui se posent des questions, et surtout que les politiques là des fois mettent en pause certaines actions. Je pense que ça n'aide pas. On est vraiment dans une période qui est très brouillée, et de toute façon, comme on est polarisé, c'est soit t'es pour, soit t'es contre. Là où je pense que maintenant c'est d'autant plus une zone grise entre on essaye de faire au mieux et c'est quoi le mieux pour chacun. Je pense qu'on est tous en tant que consommateurs aujourd'hui sur essayer de gérer le maximum pouvoir d'achat, consommation, vouloir d'achat, comme tu le disais si bien. Et conséquences, impact, tout en étant par moments complètement brouillés dans nos efforts par des nouvelles qui peut potentiellement nous blasent un peu, et on se demande vite pourquoi on fait tout ça, quoi. Je pense qu'il y a une lutte contre le cynisme, en effet, qui de toute manière est assez permanente, en tout cas pour les personnes convaincues. Une vraie fatigue. Tu évoquais la notion de fatigue. Je pense qu'il y a une vraie fatigue informationnelle. Une vraie fatigue de messages contradictoires, et puis chacun essaye de faire son chemin dans tout ça. Mais ce qui est très ambivalent, c'est qu'à la fois on peut légitimement être un peu effrayé de ce qui nous attend ou de ce que l'on est en train de vivre, une forme d'impuissance par rapport à la géopolitique, par rapport au climat, par rapport à des tas de sujets, ou des forces un peu invisibles, ou en tout cas sur lesquelles on n'a pas prise. Et puis des multitudes et des multitudes d'actions de la société civile, des associations, des festivals, et ça c'est ultra positif et enthousiasmant. Et en fait, on navigue entre ces deux univers-là. Donc le chemin, il est effectivement difficile à tenir. Tout à fait. On s'est beaucoup intéressé justement sur ces Français qui, eux, tout de même restent convaincus, agissent à leur manière, aussi avec les moyens qui, en effet, sont les leurs. Qui sont-ils ? J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de
justement beaucoup d'effets médiatiques et en partie de division entre est-ce que ce sont donc avant tout des jeunes, est-ce que ce sont plutôt des vieux, est-ce que c'est avant tout une affaire de classe privilégiée en centre-ville ou est-ce qu'au contraire c'est quand même plus partagé que ça. Je sais qu'on essaye souvent justement d'essayer de cartographier, de comprendre un petit peu qui est ce profil, au risque d'ailleurs d'exclure les autres, ou au contraire d'en faire justement le coupable idéal du bobo qui de toute manière ne comprend rien aux enjeux. Quelle est la réalité aujourd'hui des personnes qui quand même agissent et sont plutôt, en tout cas en changement pour une transition? Alors moi, je pense que les profils sont très variés. Ils ont probablement une donnée commune, c'est qu'ils ne sont pas en danger immédiat de leur subsistance. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans la lutte au quotidien pour leur subsistance. Les gens qui sont dans ce cas-là ont évidemment une urgence autre. Mais pour ce qui concerne les autres, la question de l'âge notamment est, je pense, beaucoup plus ouverte qu'on peut l'imaginer. Évidemment, moi, de mon point de vue d'enseignante, je suis avec des jeunes, enfin on va dire des 20 ans, tout le temps et depuis très longtemps, et on ne cesse de dire que cette génération-là va tout changer. La pauvre, on lui met beaucoup sur les épaules. Donc ils vont faire comme tous les gens de 20 ans ont fait à leur période ou à leur époque, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter à la vie qui les attend. Certains sont effectivement très engagés, d'autres moins. Je suis pas certaine qu'ils soient beaucoup plus engagés que d'autres générations. Je pense que c'est plus une question d'aspiration, de personnalité, d'information sur ces sujets. En revanche, peut-être que les plus jeunes sont plus puissants dans leur action. Ils ont peut-être moins de limites que des générations supérieures du fait de leur maîtrise des médias ou des réseaux, par exemple. Et puis de leur ouverture au monde, ils sont aussi certainement plus internationaux que des générations précédentes. Mais je pense que des gens engagés, il y en a dans toutes les générations. Et on oppose souvent aussi les urbains aux ruraux. Et le monde rural, je pense tout simplement du fait de sa proximité avec le terrain, avec la force associative, c'est aussi une population qui peut être extrêmement engagée. C'est en effet un peu des oppositions qui sont faites et qui me semblaient un peu des raccourcis. Alors je trouve que c'est toujours compliqué à évaluer et puis on a vite tendance, je crois, à extrapoler des intentions de vote justement sur derrière des convictions qui sont, à mon avis, pas si évidentes que ça pour tout le monde et qui montrent bien que aussi qu'il va falloir réussir à embarquer tout le monde et un petit peu chacun là où on est sur son chemin. Il y a d'autres personnes ou en tout cas d'autres entités qu'il faut bien sûr embarquer, ce sont les marques qui, pour certaines, sont moteurs, pionnières et avancent à la fois en communication, mais finalement, surtout elles-mêmes, leur modèle. Quelle est leur part tout de même de responsabilité aussi, justement, dans ce désengagement collectif? En quelle mesure elles en pâtissent sans doute pour certaines? Est-ce que pour d'autres aussi, finalement, ça leur convient pas si mal? Il y a eu, il y a quelques années, pour se différencier, chacun a voulu justement revenir sur ses valeurs. Mais valeurs tout en voulant être accepté par tout le monde. Donc pour beaucoup, au final, on est resté sur des valeurs très, très génériques. Et là, ça a été un peu le combat des Miss France quand même. Enfin, sous couvert de vouloir se différencier, au final, on restait très générique. Par contre, on se permettait d'intervenir sur des sujets plus ou moins sociaux, plus ou moins environnementaux. Et c'est là où, là, ça remonte à un certain moment. Hein, il a fallu aussi légiférer parce qu'il y a eu des abus. Il y a eu beaucoup d'abus, greenwashing, social washing. Et c'est là où la RPP est ultra vigilante et nous conditionne, nous, dans nos métiers. Et peut-être heureusement pour certains, parce qu'il y a eu, si on a des règles qui sont de plus en plus strictes aujourd'hui en communication, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup d'abus. Là, on sort du cadre de valeurs sur des démonstrations un peu plus fallacieuses, évidemment. C'est vrai que tu es notre responsable à RPP à l'agence aussi là-dessus, et les choses évoluent plutôt dans le bon sens, alors avec certes des contraintes pour nous en plus en tant que communicants, mais qui pose aussi un certain cadre qui devient un peu essentiel aussi pour retrouver la confiance des consommateurs.
Oui, puis je pense que il en va des marques comme des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des marques sincères et il y a des marques qui le sont moins. Ouais. Donc il y a eu une première époque où de toute façon il fallait dire qu'on était responsable. Donc allez hop, allons-y et on fait une campagne. Et puis si ça suit pas complètement derrière, ça n'apparaissait pas comme étant si grave. On sait que ça c'est plus possible d'une part. Qu'il y a des marques qui sont aussi dans le court terme et elles-mêmes dans l'urgence d'ailleurs, dans la survie de leur activité, ce qui peut les amener parfois à faire des pas de côté qui sont pas toujours les meilleurs en termes d'impact. Mais là, il faut trouver le bon équilibre entre la survie de la structure et les emplois qui vont avec, etc. Donc c'est parfois un équilibre vraiment compliqué à tenir. Ouais. C'est en partie ce qu'on vit en effet auprès de certains, pas tous nos clients, mais quand même de plus en plus de nos clients. Ce déficit de tension entre le court et le long terme en tout cas. Et aussi, il y a une différence entre la prise de parole corporate légitime, basée sur des preuves, qui là est plutôt la communication d'une stratégie au global et qui démontre des preuves. C'est très différent d'une communication commerciale opportuniste. Et ce qu'on peut critiquer, je pense que c'est vraiment ce volet beaucoup plus opportuniste, parce que chacun travaille sur son statut, sur ses valeurs, cherche à se faire accompagner justement pour mettre en œuvre des plans RSE avec tout ce qui va avec, tout le changement qui va avec, et qui puisse le communiquer sur le volet corporate, c'est louable. Là, je pense que ce qu'on va critiquer et ce qui a pu créer de la lassitude, c'est ces communications qui jouent sur les mots pour se verdir et au final sans fond concret, quoi. C'est vrai le yaourt qui va sauver la planète, quoi. Le yaourt qui va sauver la planète, les marques qui défendent des fois, qui défendent la veuve et l'orphelin. Ça a fait partie de mes critères sur la publicité sociale. C'était intéressant de voir. Après, il faut pas oublier que le public n'est pas dupe. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que à partir du moment où une marque communique sur des valeurs ou sur des axes, le public n'est pas dupe sur le fait que ce soit de la communication, de la publicité aussi, quoi. Non, c'est même un point important en fait pour moi, que le contrat soit assez clair que c'est de la publicité. Et que finalement tout le monde soit au courant de ça. Ce qui est, on le sait, devient parfois un peu plus compliqué aujourd'hui avec des opérations d'influence, avec certains partenariats, où les choses sont moins claires. Moi, il y a quelque chose que je reconnais et qu'au contraire j'applaudis dans la publicité, c'est très clair. Le contrat de lecture est très clair entre la personne qui, en effet, le consommateur qui l'aperçoit, et le communicant qui est là pour donner une vision projetée et désirable, en effet, d'un produit, d'une marque ou d'un usage. Je pense qu'il y a quelque chose ici, justement, à garder, et à ce titre-là, justement, tous les écarts de greenwashing, de social washing sont dangereux aussi, justement, pour ce contrat un peu tacite, où après un siècle de publicité, quand même, justement, il est bien établi, quoi. Tout le monde est à peu près au courant de ça. Je suis assez d'accord avec ça. La publicité, quand on est sur vraiment un vrai format publicitaire, elle ne se cache pas. Donc elle annonce la couleur. Normalement, on est tous capables de décrypter effectivement, tiens, une marque va me proposer quelque chose. Et je ferai bien ce que je voudrais de ce message. Alors, il y a d'autres formes de communication qui sont beaucoup plus induites et aussi ça dépend à quel public on s'adresse. Donc ça c'est un vrai sujet sur les questions d'influence et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et pour revenir sur ce que tu disais, Alice, sur l'argument écologique qui a été beaucoup déployé, ou l'argument vert qui a été beaucoup déployé par les marques il y a quelques années. En fait, les marques avaient un réflexe marketing, j'allais dire, de dire, tiens, hop là, voilà un nouveau critère possible de différenciation, je saute dessus et je vais l'utiliser. Et puis quand elles sont toutes à utiliser le même critère, ce n'est plus de la différenciation. Donc finalement, certaines aussi se sont dit, c'est plus la peine de parler de ça. Et comme beaucoup en ont parlé à mauvais escient, elles ont créé de la défiance. Donc ce sujet-là n'est pas forcément un bon sujet pour aller toucher le public qui est en doute, légitime d'ailleurs, puisqu'elles ont vraiment abusé de ça. Donc aujourd'hui, les marques ou les entreprises, parce qu'en effet, je suis assez d'accord sur la notion un peu plus corporate, qui peuvent communiquer sur ces dimensions d'engagement. Elles communiquent souvent moins sur leurs produits que sur leur démarche.
éventuellement sur la transition même de business model ou sur des plans stratégiques. Enfin, on est beaucoup plus profond dans l'entreprise que la nouvelle gamme verte d'un produit classique. Et ce qui fait que paradoxalement, les marques qui ont aussi, je trouve, le plus agi, je pense notamment aux entreprises à mission, mais je pense qu'il y en aura aussi d'autres, sont pas celles qu'on a le plus entendues sur ces dernières années, sur en effet cette grande période de communication engagée, purpose. C'est pas celles qui finalement ont le plus pris la parole, sans doute un peu de culture à mon avis, par timidité, parce que ce sont pas nécessairement les plus gros annonceurs. Aussi en attente de preuves, et on en a accompagné ces marques qui, c'est un entre-deux à trouver, quoi. En effet, prendre la parole en n'ayant aucune action, sans doute problématique. De l'autre côté, il faut pas attendre non plus que que tout soit parfait. Justement aussi pour prendre la parole, il y a un enjeu au contraire même d'emmener les parties prenantes, à commencer par l'interne d'ailleurs. Et finalement, communiquer en externe, on le sait, c'est aussi un moyen d'envoyer un message à l'interne. On le dit souvent à nos clients pour ça. Donc c'est un juste entre-deux à trouver pour réussir à prendre la parole au bon moment et trouver aussi la bonne hauteur de point de vue. Ça, en tant que planeur stratégique, ça m'a beaucoup occupé, moi qui passe du temps à écrire des plateformes de marque, donc justement la vision, la mission, le positionnement, les valeurs. Cette période-là tend un petit peu à descendre, mais réussir à trouver le bon niveau pour éviter le yaourt qui sauve le monde ou qui promet le bonheur. Finalement, un petit peu les deux, on sait bien, voilà, les deux grands écueils, je trouve, de la communication qu'on a pu avoir. Voilà, qui finalement est presque le bonheur encapsulé. Non, il y a quelque chose là-dessus où il fallait réussir à trouver le bon milieu. La solution, finalement, ça devient très très concret, et c'est là où on voit qu'on revient aussi vers les modèles de transformation, a été pour moi, notamment sur les valeurs, puisque c'est bien sûr là où il y a eu le plus de contradictions, de poser la question d'accord, quelles sont dans vos valeurs celles qui, au moins à court terme, vous font perdre de l'argent. Donc quels sont ensuite les engagements. Alors déjà la première question, c'est laquelle derrière y a-t-il des preuves d'actes qu'on peut mettre en face de chaque valeur, et lequel de ces actes vous fait au moins à court terme perdre de l'argent. Puisque le principe d'un engagement, c'est que justement on le fait parce qu'on est intimement convaincu, au risque, voire même volontairement, en effet, en perdant de l'argent. On est passé vite de 6-7 valeurs à 2-3, et c'était très bien. Même pour tout le monde, je vois bien que ça amène une forme de clarté qui montre que y a un enjeu de communication, il y a quand même aussi un enjeu de transformation, d'actes. En quelle mesure aujourd'hui, justement, au moins ces entreprises engagées, où en sont-elles justement sur cette transformation en 2025 ? Je vais revenir sur les entreprises à mission. Les étudiants ont travaillé sur la communication des entreprises à mission. Et ce qui est ressorti de leur travail, c'est que finalement, l'information sur la mission était très peu utilisée dans la communication de ces entreprises. On pouvait trouver des éléments si on fait la démarche d'aller chercher sur les sites internet, mais dans une communication, on va dire, push et grand public, la démarche de mission apparaît peu. Ouais. Alors peut-être aussi parce que c'est finalement une notion qui est pas très connue du grand public. Est-ce que c'est qu'une entreprise à mission ? Est-ce que ça entraîne ou exige pour l'entreprise ? Je trouve qu'il y a eu peu aussi de prise de parole de l'État qu'on aurait pu attendre pour expliquer cette fameuse loi Pacte, justement faire un petit peu cette distinction, créer peut-être un label. J'ai l'impression que c'est resté très juridique finalement ici à l'échelle de l'État, et c'était aux marques de faire cette pédagogie-là, ce qui est quand même un gros effort de communication. Oui, et les marques grand public l'utilisent peu. Alors, des entreprises plutôt en B2B, je pense, vont davantage faire valoir cet argument parce que entre pairs, finalement, on comprend plus facilement de quoi il s'agit. Mais sur du B2C, la mission, c'est un peu compliqué. Et ça rajoute au label, ça rajoute à cette forêt un peu compliquée dans laquelle il faut circuler. Mais du coup, j'ai pas répondu à la question qui était posée. mais après, là, pour rebondir sur ce que vous dites tous les deux, c'est rigolo. Il y a quelques années, on était sur c'est l'urgence de ne rien avoir comme preuve et de devoir communiquer. Et là, ce que tu parles, c'est ceux qui ont le plus à dire qui communiquent moins, parce que c'est moins compréhensible. On a accompagné, nous, des entreprises à mission, et au final, ça a été sur du déploiement plutôt sur l'interne, le grand interne. Parce que les plus beaux ambassadeurs, c'est plutôt sur l'interne, la com interne. Mais pour pouvoir faire de la com interne plutôt à grande échelle, il faut aussi avoir les collaborateurs. On a accompagné certains modèles. On a la chance de travailler beaucoup pour le modèle mutualiste. Donc, nous, on a été plutôt impactés. Mais
Mais la critique qu'on faisait, c'est plus sur le volet plus commercial de ceux qui avaient le moins de preuves. Et le retour à la preuve, il est important, il est essentiel. Et c'est là où c'est intéressant des fois de voir quelle communication est faite entre justement, il y a eu sur le commercial beaucoup d'abus et sur le corpo peu de communication. Et là, c'est un peu en train de s'inverser sur certains modèles. Oui, voire même aussi, il y a une certaine proximité. Enfin, il y a presque une fusion des deux qui se fait avec des communications plus sur l'impact que peuvent avoir les marques localement, où on voit bien que ça devient plus un enjeu. D'ailleurs, c'est aussi un enjeu plus pour les consommateurs, ce qui était une réalité avant tout pour nos aînés, en fait, qui étaient quand même attachés au fait de faire travailler localement. On voit sur des études plus récentes que le pouvoir d'achat, l'importance du prix reste en effet le premier critère, mais le fait de garder des emplois localement, de faire travailler des gens, devient quelque chose d'un peu plus important. Alors ça, c'est un argument. C'est pas forcément la première raison d'achat, mais si ça vient conforter en plus un choix, c'est assez clair. Nous, on l'a vu aussi avec un des partenaires de la chaire. Et clairement, sur des paires de chaussures, si dans le magasin, cette paire-là, elle est un peu plus chère que les autres, mais que le vendeur sait dire à ce moment-là que oui, mais celle-ci, elle est fabriquée à Montjean-sur-Loire et ah bon, ah bah oui, alors d'accord. Ah, c'est ça. Il y a une réalité qui est beaucoup plus à une échelle. On l'a vu d'ailleurs, y compris sur des grandes marques. Je pense notamment à Cdiscount, qui n'est pas une marque française, qui est bordelaise. Ah, et c'était important, quoi. C'est pas juste, on voit bien, en plus, leur premier concurrent, on le connaît, qui est cette grande marque. Ils auraient pu jouer la carte Made in France. Non, ils étaient bordelais. Et je vois bien que c'est pas la seule marque qui défend pas simplement son identité tricolore, mais en effet un ancrage beaucoup plus précis dans un bassin d'emploi, à une échelle nationale et à l'échelle aussi plus locale. Bon, ça semble plus logique. On sent bien que cet ancrage territorial, il devient important. Il devient finalement une forme d'engagement presque nouvelle, ou en tout cas qui prend plus de place qu'hier. C'est choisir ses combats. En fait, au bout d'un moment, le volet écologique, là, en ce moment, il a moins les faveurs du public. Le volet social, c'est difficile. On est tellement polarisé que c'est compliqué pour une marque de se ranger d'un côté, que ce soit sur le contexte national, international. Donc, c'est de plus en plus frileux. Par contre, là où ils peuvent agir et communiquer, c'est sur justement ce côté, cet ancrage. Qu'on soit breton, bordelais, je pense qu'on connaît tous certaines marques qui sont dans les montagnes. On n'a pas parlé des Vendéens. Aussi parce qu'on accompagne plusieurs entreprises, de belles entreprises vendéennes. Mais c'est une manière détournée de faire du coup cette nouvelle communication RSE, mais pas trop. C'est ce que tu avais appelé pendant la préparation la RTE, c'est ça? La RTE, alors la RTE, c'est une notion qui est en train de se diffuser là ces dernières semaines ou ces derniers mois, qui est donc la responsabilité territoriale des entreprises et qui est on va dire une déclinaison, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais le reproche qui peut être fait à la RSE, c'est peut-être d'être parfois trop technique et et un peu rude, un peu aride, et parfois difficile à concrétiser. Et la RTE, elle est donc sur le territoire et donc elle se mesure par des actes immédiats, concrets, de proximité. Et le rôle que joue une entreprise sur son territoire, il est visible, évidemment par ses collaborateurs d'abord, et puis par ses parties prenantes proches tout de suite. Et là, on voit immédiatement l'impact, les engagements, le résultat de choix qui sont faits par l'entreprise, que ce soit sur la préservation de son écosystème, la préservation de la diversité, la préservation de l'emploi, la capacité à avoir des partenariats avec les collectivités territoriales. Ça crée un maillage en fait qui peut être fort, efficace, visible. C'est un sujet tout à fait intéressant. De visible. Enfin, je pense qu'il y a deux choses. Il y a en effet cette dimension très visible où on arrête de parler en nombre de degrés, où on arrête de parler en tonnes de CO2. Moi, j'en ai jamais vu des tonnes de CO2. En fait, c'est très compliqué quand même, c'est très abstrait. Et puis, en effet, il y a cette notion on le voit immédiatement. C'est-à-dire qu'on est sur ce court terme, on s'inscrit pas sur du long terme, même si on le disait, c'est plus du si long terme que ça en réalité, ces enjeux-là, mais il y a quelque chose à la fois de très concret et surtout de très
court terme, quoi. On parle des emplois qui sont créés là, aujourd'hui, ou dans l'année. On parle d'aujourd'hui. Et quand une entreprise peut dire, écoutez, nous, tous les vêtements de sécurité de nos salariés, tous ceux qui ne sont plus utilisés, on les récupère, on les confie à un atelier et qui va découdre et recoudre des petites combinaisons pour les enfants de la maternelle, pour qu'ils puissent aller jouer dehors, même en hiver, sans se mouiller. C'est immédiat, quoi. Même si on n'a pas d'enfant à la maternelle, je pense qu'il y a quelque chose, en effet, de à la fois très concret et très immédiat d'accord, c'est pas d'ici 2050, c'est là, cette année. Et en termes de communication, c'est très différent. Comme tu disais, ça touche à l'affect et ça touche entre les données d'un rapport CSRD ou concrètement le nombre d'emplois près de chez toi. Je pense que du coup, ça parle différemment aux consommateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de ces discounts, ça devient un nouvel argument de communication. C'est ça qui est intéressant aussi dans notre accompagnement des marques. On va y venir sur cette communication aussi, là où dans la nébuleuse de la data RSE, il a été des fois soit compliqué de communiquer, même si on avait des vraies preuves, ou alors tout l'inverse, du coup de peinture complètement, des fois, on va dire absurde. Mais c'est là aussi la double dimension que peut prendre la communication. Il y a la communication qu'on va faire de manière responsable pour des marques, en évitant justement le greenwashing. Et puis, il y a toute la communication de la démarche responsable qui se fait, elle, vraiment en interne, en amont, en accompagnement stratégique, en accompagnement des dirigeants. Et c'est une très, très belle fenêtre de tir pour les communicants d'être à ce niveau stratégique. Qui est le niveau revendiqué par les communicants, on leur a pas toujours laissé cette place-là. Là, il y a cette belle fenêtre de tir. Non, en effet, et puis on le voit là où c'était soit un sujet de communication, soit un sujet RSE, donc c'est le chapitre 7 du plan stratégique. On voit bien que c'est en train de remonter, de devenir quelque chose de plus important, ce qui fait que dans les organisations, et la RSE, l'engagement, la transition, la transformation, et la communication en effet de cette transformation devient plus importante. C'est vrai qu'on le voit aussi sur nos interlocuteurs et sur les personnes auxquelles on s'adresse dans les organisations. Ça donne d'autant plus de responsabilité, je trouve, nous aussi, en tant que communicants, en tant qu'agence de communication. C'est aussi ça. C'est un peu la question qu'on se pose bien sûr ici au micro de ce podcast, de savoir nous en tant qu'agence de communication et en tant que communicants comment on peut agir. Je pense que l'une des clés qu'on a déjà évoquées, en effet, c'est donc la RTE, la responsabilité territoriale des entreprises, qui est donc peut-être un nouveau champ. La communication interne, c'est vrai que c'est aussi un sujet interne et corpo, et je pense que les deux sont très liés. Pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment le focus qu'a choisi la chaire Impact Positif depuis plus de 3 ans maintenant. Précédemment, on a pas mal travaillé plutôt sur des questions environnementales et on s'est beaucoup plus spécialisé sur des dimensions sociales et sociétales de la RSE et on voit bien que les sujets aujourd'hui, c'est comment on va déployer des V2 ou V3 de stratégie RSE dans les structures pour que ça percole complètement. C'est-à-dire que il y a 10 ans, avec la chaire, on faisait beaucoup d'informations et de sensibilisation au sujet. Aujourd'hui, on est OK. Alors, maintenant, tout le monde a compris, quel que soit le rôle dans l'entreprise. Les codires ont compris, ce qui n'était pas toujours les plus faciles. On connaît. Et les équipes ont des attentes. Il faudrait surtout pas qu'elles soient déçues, mais au-delà de faire des éco-gestes, certaines peuvent aussi se demander ok, j'ai bien compris que l'entreprise se transformait, mais moi dans mon métier, comment je fais? Moi dans mon métier, qu'est-ce que ça change? Alors parfois quand on est sur des missions terrain, pratiques, avec du matériel, c'est assez facile de changer les impacts. Quand on est support RH, on peut se dire ok, moi je vais changer quoi? Je sais pas très bien en fait. Je vais essayer d'envoyer un petit peu moins de mails. Donc comment rendre ça collectif, commun, mesurable, objectivable? Là, la communication, elle est au cœur de ces sujets-là. Communication, plan stratégique comme interne, accompagnement du changement sur des plans qui font des fois plusieurs années, enfin qui sont souvent sur plusieurs années. Nous, on l'a vu pour l'avoir accompagné. L'idée, c'est de faire souvent des beaux lancements,
mais surtout de ne rien lâcher ensuite. C'est surtout cette régularité qui est hyper importante en com interne et qui justement dissocie l'effort opportuniste d'un effort et d'un engagement sur le moyen long terme. Ce qu'a montré une de nos dernières études qui s'appelle justement de stratégie RSE, comment embarquer dans la durée. Et les critères, les leviers en tout cas de succès, c'est l'incarnation par les dirigeants, c'est la diversité des supports de communication, c'est la constance de la communication sur le sujet et des preuves tangibles pour les équipes. Concrète, du concret. Ouais. De l'impact, mais aussi et que cette com soit aussi concrète. Là, on en revient aux preuves, en fait, aux chiffres, aux éléments très clairs. Plus on reste haut et plus on est éloigné d'une réalité, mais ça marche pour la com interne corpo comme pour la com commerciale. Plus on est nébuleux et puis et moins ça va parler. Très bien. On a vu en tant que conseil, que consultant en communication, et c'est vrai que c'est également aussi votre rôle auprès de certaines organisations, quel est davantage le rôle que peut avoir la formation et donc indirectement aussi que peuvent avoir de futurs communicants dans cette transition? Quelles compétences il faut leur donner, quelle information est nécessaire et quel rôle ensuite les étudiants peuvent avoir? Alors, on parle de la formation des étudiants, des futurs Des futurs collaborateurs. Ouais. Alors la formation, évidemment, moi j'enseigne toutes les dimensions liées à la communication et au branding. Donc quand j'ai commencé à tirer le fil des questions de responsabilité, il y a quelques années, on m'a un peu regardé bizarrement en disant tu veux marier la carpe et le lapin, là, c'est pas des choses qui apparemment sont compatibles. Oui, c'est un peu contre-intuitif, mais pourtant, si on n'arrive pas à faire ça, j'ai le sentiment qu'on n'arrivera pas à avancer. Donc, en effet, il fallait un peu tordre le cou aux disciplines de marketing et de com pour les interroger sur leurs impacts. Et c'est aujourd'hui ce qui est absolument nécessaire de faire dans l'enseignement, dans la formation qu'on donne à ces futurs professionnels, qui de toute façon arrivent aujourd'hui dans leurs études avec des attentes sur ces questions-là, avec des exigences, avec un regard critique, et c'est très bien. Et on va les encourager justement à la fois savoir faire leur métier, savoir comprendre leur métier et se projeter dans le métier qu'ils feront dans 5 ans ou dans 10 ans, si tant est qu'on peut en avoir une vision. Ce qui est déjà un sacré challenge en soi. Déjà, c'est pas mal. Et notamment, quel est l'impact de leur métier. Donc voilà, penser sa discipline, ça fait partie de notre responsabilité. Donc c'est pas uniquement de les outiller, mais c'est d'en faire des communicants conscients. Ah oui, d'avoir ce regard critique, presque cette capacité aussi à voir son travail et son organisation un peu la troisième personne. C'est ça. Pour l'avoir vécu, oui, c'est vrai. Pour avoir travaillé pour une agence qui travaillait pour un gros groupe alimentaire pendant mes 3 premières années, je pense que tous les professionnels formés sont... En fait, l'idée, c'est de... En fait, on rentre et on est au quotidien dans des contraintes. Quand on est en agence, on n'a pas forcément le choix de nos clients quand on est salarié. Quand on choisit une entreprise, on choisit une entreprise qui n'avance peut-être pas au rythme qu'on aimerait, parce que les communicants sont aussi confrontés aux directions. Et je pense que là, on fait les mêmes concessions qu'on va faire dans notre vie privée. C'est-à-dire, au bout d'un moment, savoir où on met notre engagement et sur quel levier on va se batailler. Parfois, la bataille, c'est plus que... Je donne un cas sans citer de marque, mais que une marque agroalimentaire qui voulait communiquer sur la RSE en B2B reste sur les arguments produits purs. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on réussit pendant quelques années à ne pas créer de page RSE sur un site B2B pour qu'on ne s'en tienne qu'aux fonctionnalités du produit et qu'on reste très factuel. Et cette com factuelle, ça m'allait à l'époque. Pour ne pas trahir mes propres valeurs et ma propre conscience communicante. Pour autant, aujourd'hui, c'est peut-être pas suffisant. Et donc, je suis très contente d'être sur des marques qui vont un peu plus s'engager, qui vont œuvrer sur de la prévention santé mentale, santé menstruelle, choses comme ça. Mais dans tous les cas,
comme nos achats privés, ça sera jamais parfait. Et l'idée, c'est plutôt d'accompagner nos clients à faire aussi les bons choix. C'est-à-dire que cet engagement, si on n'est pas capable de le tenir, on ne le communique pas. Et des fois, la limite, elle est là, aussi, de rester à sa juste place. Tout à fait. Et pour y revenir, parce qu'on en a parlé, Chine a fait une communication qui répond au code de la communication responsable et qui, aux yeux de communicants responsables, est complètement aberrant. Mais peut-être que ceux qui l'ont fait n'y ont pas vu le problème. Je pense qu'il y a autant de réalités de communicants que voilà, chacun met aussi son curseur pour ce qui va l'arranger. Oui, c'était d'ailleurs ta question sur est-ce qu'on parle de la formation des futurs communicants, parce qu'il y a aussi bien sûr un enjeu de formation des communicants déjà en poste. Bien sûr. Et à commencer sans doute d'ailleurs par ceux ayant le plus de pouvoir d'influence, donc au poste de direction. Oui, et ils sont globalement tous en train de se former. Enfin, aujourd'hui, les entreprises ont bien compris que aller un peu déformer leurs communicants, ça pouvait être pas mal aussi. Donc évidemment, effectivement, il existe aujourd'hui des tas de possibilités pour intégrer ces dimensions de communication responsable, de responsabilité de la communication. Ça passe d'ailleurs bien souvent par des fondamentaux de compréhension des enjeux beaucoup plus globaux qu'uniquement les questions pratiques de communication responsable. C'est pourquoi on change, pourquoi il faut changer, pourquoi on peut plus faire ça, pourquoi on peut plus dire ça. Et quand on a compris qu'effectivement il y a des choses qu'il ne faut plus faire, on les fait plus facilement. Et quand on en est convaincu, c'est encore plus facile. Ouais. Parce que c'est vrai que la communication dite responsable, elle est contraignante. Donc elle passe par on peut plus utiliser tel type d'argument, on va plus utiliser tel type de matériaux, on va plus faire des événements comme ça. Donc ça peut paraître alors je vais utiliser un mot que j'aime pas du tout, mais je vais le faire à dessein quand même, c'est punitif. Mais c'est un mot important. Voilà. Et donc j'imagine bien qu'en agence vous avez des collègues qui vous disent oui, mais t'es pas drôle, on n'a plus le droit de faire ça, et j'aurais bien aimé partir aux Maldives pour faire ce shooting. Non, on va faire autrement. De moins en moins quand même, je crois. Je pense que l'époque est un peu passée. Mais de peu. C'est pas non plus quelque chose. On parle pas d'une autre ère. J'ai quand même l'impression que ce chemin-là, ces réflexions-là, ça y est, il y aurait plein de disparités bien sûr selon les sensibilités de chacun, mais ça y est, j'ai l'impression que ça commence à rentrer. Les communicants sont des gens comme les autres. Et avec leurs paradoxes individuels et leurs disparités collectives. On a bien sûr ça. C'est toujours compliqué de savoir quelle est la poule et quel est l'œuf quand on voit la communication des années 80 et la communication d'aujourd'hui. Il y a des pubs qui passeraient plus avant. On parlait pendant la préparation de communication autour de la voiture. Il y en a beaucoup d'autres sur le volet social, la place de la femme, tout ça. Et du coup, on a de plus en plus de contraintes qui devient maintenant une écriture publicitaire en tant que telle pour répondre aux contraintes. Celles qui sont celles du métier de notre client, de contraintes liées à ce qu'on peut vraiment faire avec notre autorité de régulation aussi. Et je pense qu'au-delà de parler justement de ce côté un peu punitif, c'est en fait comment, avec tout son lot de contraintes, on continue d'être créatif, de faire passer le bon message, la bonne écriture, sans être trop dans le cliché, ce qui peut être un peu le cas aujourd'hui, du bon casting, et après avec des contraintes qui sont celles que nous on va se mettre et qui sont aussi celles de notre client. La responsabilité, elle est double, c'est-à-dire que quand tu proposes une production, quand tu proposes un dispositif, comment tu le rends, même dans ta proposition initiale, réalisable par exemple en France, en local pour un tournage. Est-ce que, ce qui n'est pas possible sur tous les produits, on s'entend, mais il y a quand même des astuces. Et dans l'écriture, comment tu la rends aussi créativement intéressante pour que ton image de marque soit respectée, ton produit soit valorisé, sans pour autant détruire tout un pan de la planète non plus. Donc on sera toujours, je pense, dans cette dualité, quoi qu'il arrive, au même titre individuel. Et c'est là où
où je pense que ce désengagement, il est poreux parce que nous-mêmes, on est poreux à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Consommateurs, communicants, marques communicantes. C'est une nouvelle grammaire. Hein, je pense qu'il faut qu'on apprenne à faire nos gammes avec ça. Et que personne n'étant parfait, on va très certainement commettre des erreurs et puis s'en rendre compte et puis corriger le tir. Enfin, mais il faut le faire vite. C'est ça aussi l'enjeu maintenant, Oui. quoi. C'est ça. Il y a un enjeu de formation, d'interrogation et un moment de passage à l'action aussi qui est nécessaire. Qui, en plus, pour beaucoup, je pense que toutes les contraintes qu'on a évoquées ont toujours existé sous d'autres formes en communication. Je veux dire, notre métier de communicant, de publicitaire, si justement on lui donne d'autant plus de perspectives, a toujours connu des contraintes, voire même la créativité en réalité est jamais née d'une liberté si grande que ça, qu'au contraire, beaucoup de contraintes. À commencer par le format, à commencer par le temps qu'on nous met à disposition. En réalité, la publicité a toujours été dans un cadre très 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 contraint, et c'est justement sa capacité ensuite à utiliser ces contraintes comme un moyen de pouvoir trouver de la créativité qui est important. Et d'ailleurs, on le sait à chaque fois qu'on fait un brief. Les créatifs le savent, mais en les briefant aussi, leur donner une trop grande liberté, c'est pas du tout rendre service à un créatif. Au contraire, le niveau de contrainte et le fait d'amener des contraintes qui semblent à première vue indépassables est souvent bon signe. En tout cas, c'est notre petite expérience de les fois où je trouve que les créatifs sortent avec peut-être des bouts d'idées, mais aussi en se disant comment on va faire ça. C'est souvent là où une fois qu'ils reviennent nous voir donc au Plansboard, on arrive avec les choses auxquelles nous on est surpris, eux-mêmes sont surpris aussi de réussir justement à dépasser tant de contraintes. Et aussi parce que les marques ne peuvent plus gaspiller. Enfin, je veux dire, elles ne peuvent plus, je ne sais pas si elles ont pu gaspiller, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un support qui ne fait pas ses preuves, un support qui, je pense à des supports print par exemple, ou autres, s'ils ne transforment plus, ils ne seront plus utilisés. On rationalise les supports, on n'a pas le choix de rationaliser les campagnes, rationaliser les supports. Enfin, je me dis que ces contraintes budgétaires aussi, elles vont vers peut-être qu'elles nous contraignent aussi à faire des choix un peu différents. À tort ou à raison, parce que peut-être qu'en mettant un petit peu plus d'argent aux bons endroits, on peut être plus responsable. Mais en tout cas, je pense que ça force aussi à éviter le gaspillage. Et rien que ça, c'est peut-être déjà aussi une bonne chose, cette vision héroïste contraignante. Au final, elle peut servir aussi à faire les bons choix. Oui, puis il faut se rappeler qu'elle a toujours évolué, la communication. Il n'y a pas là juste maintenant un avant, un après. Ça n'a cessé d'évoluer en termes de références socioculturelles, en termes de lois, en termes d'organisation dans les entreprises. En fait, il n'y a pas eu 2 décennies identiques, donc on entre dans une nouvelle ère et il faut continuer. J'ai l'impression qu'avec la multiplication des supports, des plateformes, des contenus, j'ai quand même l'impression qu'on a en réalité bien plus de liberté qu'on en avait à une époque où il y avait 4 chaînes et un seul format de spot en réalité. À ce titre-là, on a peut-être plus de contraintes, mais on a quand même beaucoup plus d'opportunités de prise de parole différentes. C'est vrai. Et là où tu as raison, c'est aussi que du coup, c'est ce qui entraîne un nouveau gaspillage. Je pense là où du coup, on va rationaliser la prod initiale, la manière dont on fait les choses. Ensuite, on va faire une déclinaison infinie qui va partir sur des gigas infinis de canaux multiples. Donc là, pareil, revenir à des chiffres de campagne, revenir à des chiffres aussi sur le calcul des impacts des campagnes. Ça va peut-être faire partie des nouveaux critères pour les annonceurs. Clairement, on n'y est pas. Nous, on le voit, hein, nos clients, on n'y est pas pour l'instant. Pour le moment, de toute façon, il doit y avoir des modèles de calcul, mais nous, on les a pas travaillés. Ça sera le temps d'après, je pense. Mais c'est tout à fait ça. Enfin, c'est aussi c'est ce qui est en train d'être travaillé, d'être testé, d'être expérimenté. Comment on peut mesurer les impacts et les différents impacts des campagnes, et avec des calculatrices. Je pense que vous allez pouvoir expérimenter des modèles différents. Mais très certainement, ça va devenir une obligation et pour les agences et pour les marques de pouvoir rendre compte en fait de l'impact des impacts de leur campagne. Qui a toujours été, on le sait, hein, la grande faiblesse de la communication. C'est le seul impact qu'on nous demandait à un moment, c'était le retour sur investissement.
Et déjà, soyons francs, c'est compliqué en réalité d'avoir des chiffres de retour sur investissement très précis. C'est-à-dire qu'on en a quand on est vraiment sur de l'acquisition purement digitale. Oui, d'accord, mais même Quand ça... les faisceaux sont multiples, c'est oui, compliqué. donc déjà, on n'a jamais réussi à faire ça. En tout cas, pas de manière satisfaisante, je trouve. Et on nous demande maintenant d'avoir d'autant plus de calculs sur justement les autres impacts indirects. Donc le challenge est grand, mais je pense qu'on peut plus se permettre de toute manière de ne pas essayer de l'affronter. Ouais, le challenge est grand et comme le disait Florence, la communication évolue, les modèles évoluent. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça a déjà fait un premier tri. Je pense que et que il y en a qui n'auront plus le choix à un moment aussi de se mettre sur le volet plus responsable. Et là où il faut qu'on soit intelligent nous aussi en tant qu'agence, c'est accompagner pour que ce soit le moins opportuniste possible. Et pour ça, on en reviendra au basique. Mais après, on revient au basique d'un communicant sur la preuve, sur la donnée, sur la data. La preuve, le ROI. J'allais te demander, est-ce que tu as un dernier conseil? La preuve. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ajouterais la preuve et l'honnêteté du message. Oui. On faisait référence à la campagne Shein qui coche toutes les cases pratiques de la communication responsable. Mais là où ça pêche terriblement, c'est l'honnêteté intellectuelle de l'argument. Et là, on entre dans des débats qui peuvent être subjectifs, enfin, sur lesquels il faut se prendre du temps pour, OK, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Est-ce que c'est recevable? Est-ce que c'est intellectuellement recevable, socialement recevable? Et ça demande du temps, des efforts, alors qu'on va très vite sur des arguments qui sont prémâchés. Prendre le temps de réfléchir à l'honnêteté, alors des messages des marques qu'on accompagne, mais aussi de toutes les autres, finalement, en tant que consommateur, en tant que citoyen. Et ne pas penser que le consommateur est dupe. Enfin, je pense que toute personne qui consomme Shein et qui verra la campagne globalement ne sera pas dupe sur le fond du message. Non, on peut imaginer quand même que... J'ose espérer... Un fond d'esprit critique. Exactement. Bon, ma toute dernière question, alors, à défaut d'un dernier conseil avant qu'on se quitte, c'est est-ce que vous avez une reco culturelle, alors qui peut prendre plein de formes, de lecture, journalistique ou autre, plus ou moins rattachée au sujet, ou pas du tout, parce que dans tous les cas, c'est intéressant pour tout le monde. De mon côté, comme on aborde l'été, une petite lecture de plage développement personnel qui fait jamais de mal. Voilà. Avec les derniers livres de Maud Ankawa, Plus jamais sans moi, et justement où là on est sur une aventure qui se déroule à pied. Sur les autres de ces livres, il y a l'avion, là il n'y a pas d'avion, donc je ne vais pas tout spoiler, mais en tout cas sur un chemin, la découverte de soi, et justement avoir travaillé sur soi, c'est travailler aussi sa consommation, son esprit critique. Je pense quand on est très lucide sur sa propre situation, on fait les bons choix ailleurs. Je vais regarder ça. Un autre petit conseil de lecture, alors thriller cette fois-ci, mais qui rejoint qui rejoint même complètement nos sujets. C'est un roman d'Olivier Norek qui s'appelle Impact, qui mêle activisme écologiste et thriller, et c'est tout à fait, c'est à la fois très prenant et tout à fait intéressant. Bon, en effet, les beaux jours arrivent, les plages aussi, nous voilà avec de bonnes lectures. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette discussion. Merci. C'était un plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts sur notre site thelinks.fr. À bientôt.